Évidemment, le site lui-même m'a impressionné déjà. Il y a un souci d'économie et d'efficacité qui me touche et qui m'émeut. Là, oui, il se passe quelque chose à Sals. Il y a vraiment une quantité de matériaux et une complexité dans l'agencement et dans les plans où chaque virage, chaque couloir est voulu et décidé par rapport à des soucis stratégiques défensifs. En fait, j'ai très vite vu que les projets habituels ne pourraient pas rentrer dans un cadre pareil. Il fallait absolument que je monte plus haut et que je fasse encore plus grand. Moi, je vais t'imprimer les plans, Génie. Alors à Sals, on va monter très haut, plus haut que je n'ai jamais fait. On dépasse les 8,50 m. Donc j'ai imaginé la forme un peu comme un genre de filet qui serait jeté sur le rempart. C'est la première fois que je cumule autant d'arcs boutant les uns contre les autres. Là, il y aura 13 sections, donc 6 clés de voûte et plusieurs points d'appui qui ne sont pas au sol, mais sur la façade même. C'est de l'ordre encore là aussi d'un challenge pour une sculpture qui va faire plusieurs tonnes. Non, en fait, faut revenir comme ça là. Attends, Nico, je te propose un truc, on va couper toutes ces couches dans l'autre sens. On l'emmène par là. Par là, là. Par là-bas. Par là-bas, ok. Dans les bas. 1, 2, 3. Ok. Si vous avez de la marge, ouais, pas mal encore un petit peu. Tu peux pousser des masses. Quelqu'un qui lui tient le coup derrière Walter là. Maintenant, pour réaliser ces arches en parpaing, j'ai à me fabriquer mes propres outils. Savoir que les parpaings ne vont pas tenir de même tout seul en l'air. Il faut que je fasse un cintre dans la construction des cathédrales, la construction des arches telles que les Romains les pratiquaient. À chaque fois était conçu un espèce de gabarit en bois, un cintre donc sur lequel les pierres étaient déposées, jusqu'à la clé de voûte qui venait fermer l'édifice pour que le cintre puisse être enfin ôté. Donc les miens, vu mes courbes, sont complètement saugrenus. Ils prennent des proportions incroyables. Je suis obligé de les démonter pour les transporter. Un maximum de la construction a été avancé à l'atelier de façon à ce que les éléments soient bien proportionnés, bien agençables. Et qu'une fois arrivés sur site en camion, un minimum de temps soit consacré à leur mise en place. C'est l'essentiel. D'ailleurs, en maçonnerie, on le sous-estime souvent, mais le gros du temps, c'est pas de couler le béton, c'est de préparer le coffrage. Ouais, c'est 334,3. Oui, tout est prévu au format du château et donc aucun format ne dépasse les 4,50 m, on va dire. Parce que comme la Palace Forte est construite dans un but défensif, il n'y a aucun accès direct et donc quelques couloirs qu'on prenne, on ne pourra jamais faire passer un morceau de plus de 4 mètres. Voilà. Mais ça fait partie des contraintes et les contraintes sont toujours des sources d'inspiration. Donc là actuellement on a monté cette partie-là de la pièce, le reste est à venir. Donc il faut qu'on soulève l'ensemble de, je disais 2,30 m et 3 mm. Voilà, au début on a posé ces éléments-là sur le grand rail en bois. Vendredi dernier on en était à cette étape-là. Quasiment aujourd'hui on a posé tout le système de poutres. Et là, le souci maintenant, c'est d'arriver à soulever l'ensemble pour arriver à cette étape-là, 2,30 m plus haut, qui nous permettra d'amener ces deux pièces et les parties supplémentaires des autres. Je descends plus, je suis à fond là.
Ouais, là, donc on est dans l'espace qui m'intéresse, c'est-à-dire l'espace entre l'ordinateur et la réalité. Le moment où mon plan devient une vraie mise en œuvre et savoir par où on va accrocher toute cette structure pour pouvoir la soulever de façon homogène. Voilà, ça, c'est pas des choses que me donne l'ordinateur, c'est des choses qui se règlent sur le terrain avec des gens du métier. Avec le ballon tel qu'il est là, ça n'empêche pas de monter au bec. Bon bah la dernière élévation c'est pas en dessous avec les criques après. Non, après on peut sauter un palan et on gagne ça. L'artisanat, j'en viens d'une certaine manière et je suis bien obligé d'y avoir recours aussi dans une certaine mesure. Ce que je redoute comme tout artiste, c'est le professionnalisme, c'est-à-dire devenir l'exécutant de mes propres idées. Donc je considère que rien ne fonctionne sans une certaine répétition, que la liberté n'existe pas sans certaines contraintes et mes formes ont beau l'air folles, elles sont d'abord raisonnables et elles jouent des contraintes de la pesanteur contre lesquelles je ne peux pas aller, avec lesquelles je dois jouer. Donc j'essaye surtout de rester bricoleur. Bon, le suivant, on fait la même chose mais avec... Oh, celui-là, garde-le pour plus tard peut-être. Il faudrait trouver un truc pour le mettre propre. On n'a pas un grand sergent là qu'on pourrait mettre Là-dessus? Bah si, voilà. Les grandes tiges là que j'ai ramenées. Mais celui-là, par l'intérieur. Ouais. Tac. Voilà. Voilà. Ok, vas-y. Super. Ça tient? Entre chaque parpaing, une cale vient donner au bloc, qui lui est toujours carré de toute façon, et que j'essaye de garder intègre, à savoir le pas tailler. Chaque cale, elle, est faite sur mesure et vient lui donner la pente qui lui permet de suivre la courbe. Cette cale, ça crée un peu comme une ponctuation, comme un rythme dans cette sculpture, et c'est un peu ma signature aussi. J'y accorde assez d'importance parce que je considère que c'est là qu'on voit l'opération. Quelque part de l'ordre du ready-made, tout ça, ce sont des parpaings tels quels, livrés du marchand. Les cales, je pourrais presque les acheter. Bon, je les fabrique parce qu'elles ont quand même un format spécifique à ma pratique, mais toute mon intervention se résume là. En maçonnerie, dans la construction, j'ai toujours un certain plaisir à découvrir des cales qui ont été abandonnées ou coincées là. Ça témoigne un peu aussi de l'ingénuité de l'opérateur, de son intervention. Je trouve que c'est là où se joue l'intelligence, dans le sens où la cale, c'est vraiment l'espace entre le plan de l'architecte et la réalité. Il y a toujours un moment où il faut adapter le dessin au terrain et où il faut une cale. C'est le dernier bloc ça, Vincent? Presque. Presque, l'avant-dernier. Le dernier, ouais, c'est celui-là. Tu peux gâcher? Ouais. Alors la pièce s'appelle Polyorcétie. Polyorcétie, pourquoi? Parce que c'est une forteresse, c'est la polyorcétique, c'est l'art de prendre une forteresse et de la défendre. C'est le terme qu'utilisent les militaires pour l'art du siège en fait. Voilà, pour moi il ne s'agissait pas de prendre d'assaut la forteresse d'une façon belliqueuse, mais plutôt d'une façon esthétique, avec un souci de faire dialoguer mon parpaing très contemporain avec la brique et les pierres qui ont été taillées et posées ici il y a 500 ans déjà. Polyorcétie, c'est un néologisme, c'est une facétie militaire quelque part, voilà. Alors après, chacun voit un peu ce qu'il attend dans cette forme. Certains vont s'intéresser à la prouesse de constructeurs, d'autres vont plutôt s'émouvoir des lignes. Voilà, chacun, et c'est encore moi-même ce qui me fascine aujourd'hui dans ces sculptures en parpaing, il trouve une satisfaction qui n'est pas forcément celle que j'ai projetée dans la pièce elle-même. Là où un enfant, il verra d'abord un jeu d'escalade, un maçon, il verra une prouesse technique, un historien pensera aux cathédrales. Voilà, moi je fais mon feu d'artifice.
Un parpaing sur un terrain vague passe inaperçu. Par contre, dans un cadre prestigieux comme ceci, et utilisé de la façon dont je l'utilise, peut apparaître presque comme un matériau noble. Moi, c'est cette ambiguïté qui m'intéresse, cette tension qui peut se passer entre la pierre du XVIe siècle et le parpaing d'aujourd'hui. C'est dans le paradoxe, dans l'antinomie qui se révèle en fait. C'est l'ambition de faire du léger avec de la pierre, du délicat avec du vulgaire aussi, du grossier, parce que le parpaing, d'habitude, on ne préfère pas trop le voir, on cherche à le cacher avec de l'enduit, de la peinture. Je m'intéresse à cette dentelle, à cette découpe qui provoque, j'ai envie de l'emmener vers quelque chose de délicat, de le faire s'envoler. J'ai pas envie d'aller à la catastrophe. L'effondrement fait partie de ce genre d'œuvre quelque part, potentiellement, parce que c'est aussi ce qui les rend intéressants, ce travail à la limite de la fragilité et de l'équilibre. Mais ce n'est pas mon ambition. Quand je parle du potentiel catastrophique de la sculpture, c'est son potentiel, c'est pas la catastrophe elle-même qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le moment juste avant l'accident. Voilà, quand les choses sont encore flottantes en l'air et comme planant.